4 ans et demi, ce serait la durée moyenne d'une carrière NBA. Selon le site worldmetrics.org, seuls 11% des joueurs dépasseraient les 10 ans de carrière. Et pour 38% d'entre eux, celle-ci ne durerait qu'entre 1 et 3 ans. Des chiffres assez rudes qui rappellent combien il est difficile de durer dans une ligue qui compte un peu plus de 500 joueurs et qui se renouvelle chaque année avant la draft. Aujourd'hui donc, on va parler de ces joueurs qui ont su évoluer et s'adapter pour rester dans le coup, passer un palier, voire éviter la retraite anticipée. Et avant de commencer, il faut qu'on vous parle de notre agence de voyage TripDouble. Tous nos voyages sont enfin en ligne et cette année, c'est vraiment du lourd, du très lourd même. Vous avez le choix entre pas moins de 17 voyages dans une dizaine de villes. On a par exemple 8 voyages à New York, dont un dès les vacances de Noël pour aller voir Wemby. On a un voyage XXL en janvier où vous pourrez voir, écoutez bien, les Celtics, les Lakers, les Nuggets, les Sixers à Philadelphie et bien sûr les Knicks et les Nets. Pas moins de 5 affiches, du très lourd. Et si vous préférez Los Angeles, on a 3 voyages, dont un pour vivre le réveillon. Ça s'annonce assez fou, surtout que vous pourrez découvrir la dinguerie des Clippers, l'Intuit Dome, la nouvelle salle de la franchise. Puis bien sûr, LeBron James et les Lakers, mais aussi Steph Curry et les Warriors. En parlant de Steph Curry, si vous êtes plutôt fan du chef, on a 2 voyages à San Francisco, dont un à Noël, avec encore de grosses affiches. On a même fait un voyage spécial Warriors à New York, où vous pourrez enchaîner 3 matchs de Steph face aux Knicks, Nets et Sixers. Puis cette année, on revient à Boston, où on était déjà allé en 2019, pour voir les champions NBA. 3 matchs, dont le classique face aux Lakers, mais aussi face aux Sixers et aux Blazers. Encore une fois, on ira à Miami, mais aussi à Chicago, avec cette fois 2 matchs à Milwaukee, et un superbe programme avec Mavs, Lakers, Suns, Knicks, en plus des Bulls et des Bucks. Et une nouveauté cette saison, un road trip au Texas pour aller voir Wemby face aux Celtics et aux Warriors, mais aussi les Mavs à Dallas. Puis on passera 2 nuits à Austin, la ville dont tout le monde commence à parler aux States. Bien sûr, on foulera de nombreux parquets NBA et playground avec des dizaines et des dizaines de fan expériences et des bonus made in TripDouble. Alors ne tardez plus à les réserver, tout est sur tripdouble.com et dans le lien qui s'affiche en haut de la vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous sur un des voyages et je laisse la main à Guillaume. Prenez Ray Allen par exemple, on le connaît maintenant surtout pour ses années à Boston et à Miami. Normal, c'est là qu'il a gagné ses 2 titres en 2008, puis en 2013. Mais avant de devenir le sniper attitré de la bande à Paul Pierce, puis LeBron James, c'était lui le go-to guy. À Milwaukee d'abord, puis à Seattle, 2 équipes avec qui il a vécu 7 de ses 10 sélections All-Star en carrière. Membre de la All-NBA Second Team en 2005 et Third Team en 2001, il se rapprochait alors plus de Jesus Shuttleworth que d'un pur catch and shooter. Drive, dribble, dunk sur coast to coast, mid-range game et bien sûr 3 points, l'arrière savait tout faire en attaque, et tout passait par lui. L'année de son trade à Boston, il sortait de sa meilleure saison en carrière, avec plus de 26 points, 4 rebonds et 4 passes par match. Le truc, c'est qu'à 32 ans, et malgré une hygiène de vie impressionnante, il commençait à avoir un peu les chevilles qui grinçaient, avec seulement 55 matchs joués et 2 opérations en quelques mois. Au moment d'arriver à Boston via un trade en provenance de Seattle, cela fait 2 ans qu'il n'a pas disputé les playoffs. Sa meilleure perf en post-season, elle, date de 2001, avec une finale de conférence perdue, face aux Sixers d'Iverson. 6 ans plus tard, il a sans problème accepté de troquer sa casquette de leader pour celle de lieutenant de Paul Pierce et Kevin Garnett. Bien content d'être mieux entouré et d'avoir des shoots plus faciles, il est devenu maître dans l'art du démarquage autour des écrans. Garnett et Pierce, avec qui il a remporté le titre dès 2008, étaient les premiers à le dire. Ray était l'option 1 de l'équipe en cas de shoot à prendre dans les dernières secondes. Son plus grand fait d'armes dans le registre remonte évidemment à 2013 avec ce shoot assassin pour relancer Miami en finale NBA puis remporter une 2e bague. Connu pour la pureté de sa mécanique sur son jump shoot, Allen, 40% de loin en carrière, est aussi le 2e shooter à 3 points le plus prolifique de l'histoire derrière Stephen Curry. André Iguodala a aussi eu les clés d'une franchise en main avant de devenir l'un des joueurs les plus importants de la dynastie Warriors entre 2013 et 2019. Solide défenseur et ailier ultra athlétique, il a hérité des rênes des Sixers après le transfert d'Allen Iverson à Denver en 2006. Propulsé leader offensif malgré lui, il a signé sa meilleure saison statistique l'année suivante avec des moyennes de plus de 19 points, 5 rebonds, 4 passes et 2 interceptions par match. Avec lui, Philadelphie a disputé les playoffs 5 fois en 6 ans, avec pour meilleur résultat un 2e tour, jusqu'à son trade aux Nuggets en 2012, l'année de son unique sélection All-Star. Mais Iggy s'est toujours plus épanoui dans la polyvalence plutôt que dans le scoring. Pendant les playoffs 2008, où il tourne à 18 points, 8 rebonds, 5 passes et 2 interceptions par match, il tape dans l'œil des Warriors, qui réussissent à sortir Denver, tête de série numéro 3, sur le score de 4-2 au premier tour. Dans la foulée, il décline un contrat de 5 ans aux Nuggets, et débarque dans la baie pour 48 millions de dollars sur 4 ans via un sign and trade. Il s'agit de la meilleure décision de sa carrière. Autour de Steph et Clay, il tombe sous les 10 points par match pour la première fois depuis son année rookie, mais s'épanouit comme jamais. Élu dans la All-NBA Defensive First Team, il reste décisif en attaque quand on a besoin
besoin de lui, à l'image de ses 2 buzzer beaters durant la saison 2012-2013. L'année suivante, Steve Kerr en fait un 6e homme de luxe, alors qu'il a été titulaire toute sa carrière, et cela coïncide avec le déclif collectif des Warriors, sacré champion en 2015. Membre du fameux Death Line-Up, il a défendu sur LeBron James durant toutes les finales. Réintroduit dans le 5 pour le Game 4, il a planté 22 points, donc 4 tirs à 3 points pour égaliser. Ses performances ont fait de lui le premier MVP des finales, ayant joué toute la saison en sortie de banc. Toujours bien placé dans les votes pour le 6e homme de l'année, le 9e choix de la draft 2004 a disputé les finales NBA 6 années d'affilée, entre 2015 et 2020, dont une fois avec Miami dans la bulle en 2020, avant de retrouver les Warriors avec qui il a glané une dernière bague en 2022. Et si on vous dit Brook Lopez, vous pensez champion 2021, candidat Deepoy, voire pivot shooter fou à 3 points, et vous avez raison. Mais vous souvenez-vous du Brook Lopez pré-Milwaukee Bucks à Brooklyn où il a passé 9 saisons dont une en tant que All-Star en 2013. Il était du haut de ses 2m16, un pivot, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, avec un excellent jeu de haut panier, un excellent footwork et un super toucher près du cercle. Un peu lent à déplacer sa grosse carcasse, il n'a jamais été passionné par les rebonds, ou extrêmement explosif ou rapide, mais il a fait preuve d'une régularité impressionnante, avec des moyennes de plus de 18 points, 7 rebonds et 1 contre par match entre 2008 et 2016. Il demeure encore aujourd'hui le meilleur scoreur de l'histoire des Nets, devant par exemple Buck Williams et Vince Carter. Sentant le vent tourner, il a réellement commencé à shooter à 3 points à partir de la saison 2016-2017. Jusque-là, à 3 sur 31 en carrière, il est passé de 14 tentatives sur la saison 2015-2016 à 387 l'année suivante, c'est pour un pourcentage très honnête. Sur ses 8 dernières saisons, il est à 36% de réussite derrière l'arc, avec quelques gros cartons à la clé. Pour son 13e match chez les Bucks, après sa signature en 2018, il a planté 8 tirs à 3 points dans une victoire à Denver. Et oui, lui, le pivot qui n'avait pas rentré un seul 3 points durant ses 6 premières saisons. Pendant ce temps, d'autres pivots traditionnels comme Roy Hibbert ou Walt Jefferson ont eux totalement disparu de la circulation. Au rayon des big men qui se sont transformés en sérieuses menaces extérieures, on peut aussi citer Al Horford. Lors de sa dernière année à Atlanta, le pivot, qui n'avait pris que 3 tirs à 3 points sur ses 5 premières saisons dans la ligue, s'est vraiment mis à shooter de loin. Sa mécanique fait toujours un petit peu grimacer, mais son fameux shoot dans le corner est devenu redoutable. Et alors qu'on ne donnait pas cher de sa peau en 2020, quand les Sixers ont préféré l'envoyer à OKC après une saison décevante aux côtés de Joel Embiid, Boston, avec qui il avait vécu une finale de conférence avant l'arrivée de Kyrie Irving puis de Jason Tatum, est venu le récupérer en 2021. Pour son deuxième passage au 6, le Dominicain, pas descendu sous les 41% de réussite de loin ces 2 dernières saisons, s'est offert une seconde jeunesse aux côtés de Tatum, Brown & Co, en sortant quelques énormes séries de playoffs des deux côtés du terrain. Il a vécu ses premières finales NBA en 2022 avant d'enfin décrocher le titre l'année dernière, en 2024. Dans le domaine des intérieurs qui s'écartent, Chris Bosh a été l'un des précurseurs. Poste 4-5 de 2m11 à la régularité folle, il a été All-Star 11 saisons d'affilée, avant d'être contraint de prendre sa retraite suite à une embolie pulmonaire et des caillots de sang à répétition dans la jambe. Durant ses 3 dernières saisons dans la ligue à Miami, il rentrait un peu plus de 72 tirs à 3 points par saison en moyenne, pour un pourcentage de réussite de 36%. Un chiffre impressionnant quand on sait qu'il n'avait rentré que 50 tirs à 3 points au total sur ses 7 saisons en carrière aux Raptors. Homme à tout faire d'OKC, époque KD, Harden et Westbrook, Serge Ibaka n'a jamais rechigné à la tâche des deux côtés du terrain. Déjà doté d'un bon mid-range game, l'intérieur toujours en top shape a su bosser son shoot de loin pour éviter d'être considéré comme un handicap offensif dans la NBA moderne. Et il a continué jusqu'à la consécration 2019 avec Toronto, où il avait été envoyé par Orlando, même si ce n'est pas cette année-là qu'il s'est montré le plus adroit de loin. Son profil polyvalent lui a ensuite permis de trouver une place chez plusieurs contenders, avec des passages aux Clippers puis aux Bucks jusqu'en 2023, 14 ans après ses débuts. Sam Perkins, 4e choix de la fameuse draft 1984, a lui joué 17 ans en NBA. Surnommé Big Smooth ou Sleepy Sam en raison de son caractère très tranquille et de l'impression de facilité qu'il dégageait sur le terrain, précurseur parmi les stretch four, il a été un excellent starter durant la première moitié de sa carrière entre Dallas et Los Angeles. Points, rebonds et défense, il ne s'est jamais plaint de son rôle et a toujours mis son ego de côté pour le bien de l'équipe. Et c'est ce qui lui a permis de s'offrir une seconde partie de carrière réussie entre Seattle et Indiana. Perkins a ainsi disputé les finales de conférence avec chacune des équipes pour lesquelles il a joué, les finales NBA avec 3 de ses 4 équipes, et il n'a loupé les playoffs qu'une seule fois en carrière. Lors de son avant-dernière saison NBA en 1999-2000, durant laquelle il a disputé 81 matchs à presque 40 ans, il a tourné à 40,8% à 3 points sur 218 tentatives. Il y a quelques années, Aaron Gordon était ce poste 3 ultra athlétique, plus connu pour ses perfs au dunk contest et ses apparitions dans le top 10 plutôt que pour ses prouesses sur le terrain, ou son QI basket. Un 4e choix de draft capable de jolis cartons, mais sans être une superstar pour autant dans une franchise instable, qui a préféré passer en mode reconstruction en 2021. Vucevic envoyé à Chicago, Fournier à Boston, Gordon a demandé son trade dans la foulée, et il ne pouvait pas espérer meilleure destination avec Denver. Là-bas, on l'a complètement redécouvert aux côtés du génie de Nikola Jokic dans le frontcourt des Nuggets. Gordon s'est transformé en joueur de devoir, en véritable glue guy, aux missions bien spécifiques, qu'il a prises on ne peut plus au sérieux. Défendre le meilleur joueur adverse, se jeter sur les rebonds offensifs, être toujours en mouvement et se rendre disponible en coupant ou en shootant quand nécessaire, poser des écrans pour les porteurs de balles et bien sûr exploser le cercle, sa spécialité. Quant à Blake Griffin, et un peu à l'image de Larry Johnson, une fois que ses genoux n'ont plus suivi, il a appris à poser le ballon et s'est reconverti dans le pull-up mi-distance, et même le shoot à 3 points à Détroit, bien loin de son jeu surtout composé de gros dunks et de alley-oop à Lob City. Trahi par ses genoux lui aussi,
antibiotiques, il a dû faire opérer plusieurs fois au début des années 2000, Antonio McDyess a su passer du joueur qui dominait par ses qualités athlétiques à un ailier de devoir, s'étant développé un shoot et acceptant de faire le sale boulot pour durer. Ancien All-Star avec Denver, il a terminé sa carrière comme pivot titulaire aux côtés de Tim Duncan dans le frontcourt des Spurs en 2010-2011. Entre la fin de ses années Minnesota et son arrivée à Cleveland en 2014, Kevin Love s'est lui totalement transformé. Physiquement d'abord, puis sur le terrain. Alors qu'on le connaissait comme une machine à double-double spécialiste du 30 et 20, avec son répertoire complet poste-bas, il est devenu le big man qui s'écarte aux côtés de LeBron à Cleveland. Un nouveau rôle qu'il a mis du temps à apprivoiser, mais qui s'est révélé payant avec le titre de 2016. Dans l'Ohio, il a aussi joué avec un autre big man affectionnant les shoots à longue distance, Channing Frye, 13 saisons en NBA. Arrière dynamique, athlétique et qui aimait attaquer le cercle en début de carrière, Sean Livingston a été obligé de se réinventer, la faute à une affreuse blessure au genou lors de sa 3e saison NBA aux Clippers. Il a fait 8 équipes et un passage en G-League avant de trouver sa place aux Warriors, cette fois en tant qu'arrière au Fort QI Basket, plutôt adepte du post-up. On va maintenant parler d'un joueur qui est passé d'arrière durant ses 2 premières saisons dans la ligue à ailier fort les 12 années suivantes. Un joueur passé d'ailier athlétique pouvant dunker de la ligne des lancers francs à poste 4 en surpoids, capable de jouer sur tous les postes, ou presque. Il s'agit du MIP 2006 Boris Diaw. Avant d'être transféré par les Spurs en 2016, il déclarait qu'il avait besoin de bons coéquipiers et d'un système offensif dans lequel le ballon circule et où l'on joue collectif. Ça a fonctionné à Atlanta jusqu'à ce que Mike Woodson prenne la place de Terry Stotts, aux Suns jusqu'à ce que Terry Porter prenne celle de Mike D'Antoni et à Charlotte jusqu'à ce que Paul Silas prenne celle de Larry Brown. À San Antonio, le mariage a été parfait. Greg Popovich et les Spurs lui ont permis de faire ce qu'il faisait le mieux. Un peu tout. Post-up, drive, 3 points et évidemment passe. Deuxième derrière Chuck Persons pour le titre de rookie de l'année 1987, Ron Harper, 15 ans de carrière, a d'abord été un franchise player et un scoreur. Durant ses 8 premières années dans la ligue entre les Cavaliers et les Clippers, il a tourné à un très complet 19 points, 5 rebonds, 5 passes, 2 interceptions et presque 1 contre de moyenne par match. À ses débuts et avant des soucis de blessure à la cheville puis au genou, certains voyaient même du Michael Jordan en lui. Et c'est justement en signant à Chicago qu'il est devenu un arrière totalement différent, focalisé sur ses missions défensives autour de Jordan et de Scottie Pippen, puis Shaquille O'Neal et Kobe à Los Angeles, mais toujours capable de porter la balle et de se montrer efficace sur son jeu à mi-distance. Entre 1996 et 2001, dans ce costume, il a soulevé 5 fois le trophée Larry O'Brien. Dans la même veine, mais sans les titres au bout, Grant Hill. Lui aussi a eu le droit à ses comparaisons avec Michael Jordan, et à ses blessures. Pas mal d'interventions sur la cheville gauche, dont une lui ayant provoqué un staphylocoque doré résistant aux antibiotiques qui lui a coûté 1 semaine à l'hôpital, et une belle frayeur. All-Star 6 fois sur ses 7 premières saisons, dont son année rookie, le point forward a occupé le top 10 des votes pour le MVP 5 années de suite entre 1995 et 2000, avec notamment une saison à plus de 25 points, 6 rebonds et 5 passes par match avec les Pistons en 1999-2000. Professionnel ultime, il a compris qu'il ne serait plus le même joueur et a mis son ego de côté. Sa signature à Phoenix en 2007 a relancé sa carrière. Avec les Suns, il s'est transformé en role-player vétéran, intraitable en défense et toujours là pour filer un coup de main au scoring, pour épauler Steve Nash et Amare Stoudemire. Avec eux, il a remporté sa toute première série de playoffs en 2010, pour sa 15e année dans la ligue. Au final, contre toute attente, Mr. Nice Guy a joué jusqu'à 40 ans et a pris sa retraite après 19 ans de NBA. En 1992, on ne donnait pas cher de la peau de Dominique Wilkins après sa déchirure du tendon d'Achille. L'explosif double vainqueur du Dunk Contest a surpris beaucoup de gens, en scorant encore plus de points la saison suivante pour son retour, soit 29,9 points par match. Et en plus de ça, d'une manière différente, en shootant plus de 3 points que jamais, avec son meilleur pourcentage de réussite de loin en carrière à la clé à l'époque, 38%. 9 fois All-Star, dont 2 fois après sa blessure, il a pu jouer encore 7 saisons derrière, jusqu'à sa retraite en 1999. Combo garde physique surtout reconnu pour ses qualités de playmaker et de scoreur en début de carrière à Philadelphie, Jrue Holiday s'est progressivement transformé en véritable référence en matière de défense dans le périmètre. À partir de sa saison 2017-2018 avec les Pelicans, et après quelques galères niveau blessure, il a enchaîné avec 6 sélections au NBA Defensive First ou Second Team sur les 7 années suivantes. L'année passée, avec Boston, le double champion NBA a poussé l'évolution un peu plus loin, en jouant davantage sans ballon, dans un roster déjà bien chargé en ball handlers, avec Jason Tatum et Jaylen Brown. Jouer davantage off-ball, Dwayne Wade aussi a appris le faire aux côtés de LeBron à Miami, avant d'accepter de devenir un leader de second unit à Cleveland, puis à son retour au Heat. Opéré du cœur en 2012 alors qu'il jouait à Boston, Jeff Green a su rebondir et se trouver un rôle dans chacune des 11 équipes pour lesquelles il a joué, tantôt ailier scoreur, rebondeur ou pivot small ball en sortie de banc, notamment à Denver avec qui il a remporté le titre en 2023. Jason Kidd aussi, surnommé Ason Kidd à une époque, en référence au fait qu'il lui manquait un jump shot, a dû attendre longtemps avant de décrocher une bague. Avec Dallas, il avait réussi à devenir fiable derrière la ligne à 3 points, signant même 2 saisons au-dessus des 40%. Kevin Durant, lui, a fait passer son jeu dans une autre dimension quand il a commencé à jouer dos au panier, quand il était encore à OKC, à l'inverse d'un Rashid Wallace qui a réduit le jeu intérieur et poste bas pour s'écarter du cercle avec brio à son époque Pistons et sur toute la fin de sa carrière. On aurait aussi pu citer Meta Sandiford Artust, anciennement Meta World Peace et Ron Artust entre ses années aux Pacers puis aux Lakers, Andrew Wiggins entre Minnesota et Golden State, Dejounte Murray entre San Antonio et Atlanta, Dennis Johnson entre Seattle et Boston dans les 80s, ou encore Derrick Rose, Kevin Looney, Harrison Barnes, Jason Richardson, Tony Allen ou encore Richard Jefferson, qui ont tous su faire évoluer leur jeu
jeu pour allonger leur carrière. Et vous, parmi tous ces noms, lequel vous a le plus marqué dans l'évolution de son jeu? Dites-nous tout ça en commentaire. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.